You're as cold as ice. You're willing to sacrifice our love. Salut à toutes et à tous, bienvenue pour ce 25e épisode de Cold Facts. Un lundi, un épisode un tout petit peu spécial, bonus, parce qu'on ne voulait pas attendre mercredi pour parler de la série entre Bienne et Zurich, un quart de finale. Forcément, si vous l'écoutez mardi, eh ben, vous aurez déjà le résultat. Nous, on enregistre lundi, donc on ne sait pas ce qui va se passer entre Zurich et Bienne pour ce 7e match. Et puis après, on discute forcément de la fin de série et de la qualification de Fribourg-Gotteron pour les demi-finales. On va d'abord, honneur au vainqueur, parler de l'aspect fribourgeois. Et puis après, on tentera un petit bilan finalement, du Lausanne Hockey Club qui est désormais en vacances. Mais salut Greg. Salut Jean-Fred, tu fais quoi les lundis pour des épisodes de Colfax? Voilà, j'ai peur parce qu'en fait l'épisode sort pas loin des Pécalistes du coup, mais on s'est dit, et alors ça vient de toi en plus, pour une fois, de dire mais on pourrait peut-être faire un petit truc comme il y a eu la série entre Fribourg et Lausanne qui s'est terminée, comme il y a un match avec Bienne, même si d'habitude on n'aime pas forcément venir le jour où il y a un match le soir. Là on se dit que ça... Vous inquiétez pas, on sera là mercredi, bien évidemment, pour l'épisode, on va dire, traditionnel, hebdomadaire. Ça, c'est un peu un bonus. On commence avec Bienne, parce que tu seras à Zurich ce soir. Ouais, je serai présent pour ce match 7 de Zurich-Bienne. Honnêtement, j'ai déjà précomposé le 117 pour appeler les flics, parce qu'honnêtement, ce qui s'est passé samedi soir dans le match 6, c'est un brigandage, il n'y a pas d'autre terme. C'est violent. J'ai jamais vu sur les sites avec les expected goals qu'on a maintenant, sur les stats avancées, de voir, il y a les probabilités de victoire à 94%. Je crois que d'ailleurs la série entre Davos et Rapperswil était du même tonneau en faveur de Rapperswil. Et finalement, Davos l'a empoché en prolongation, ce 5e match. Là, c'était pas en prolongation. Mais il y a ces 2 goals qui viennent de nulle part de Denis Hollenstein. Oui. Et puis un dernier goal de, je crois, Sheppy. Cache vide, c'est là, voilà. Mais tu te retrouves avec quasi 5 expected goals à 1,4. Ça donne du 94,8% de chance de gagner pour Bienne dans cette rencontre. Allons un tout petit peu plus loin. 10 minutes de powerplay à 0. 10-0. 0 but pour Bienne, malheureusement. Disons que si pour imiter Lausanne, qu'ils essayent d'imiter au moins les meilleurs contours de Lausanne et pas les pires. C'est une très belle imitation du powerplay lausannois, quoique on y reviendra beaucoup plus tard, ouais. Mais c'était un petit peu mieux sur certains matchs. Mais voilà, Bienne avait tout en main, Bienne menait tard dans le match, Zurich était nerveux, Zurich enchaînait les pénalités. Marty aussi d'ailleurs, premier tiers, il en fait 3 de suite, il s'est fait bencher après. Ouais. J'aime bien ce côté finalement où même un défenseur vedette, c'est beaucoup dire, mais en tout cas très établi et dont tu ne te passes pas en temps normal. Et ouais, exactement. Tu te passes pas de Christian Marty si t'es pas contraint de te passer de Christian Marty pour une blessure ou pour des pétages de plomb ou en tout cas comment dire, de l'indiscipline à répétition. La Grunborg a pas hésité à dire écoute mon gars, maintenant je fais sans toi parce que je veux pas que tu nous coûtes le match. Et c'est dingue de la part d'un type déjà... Alors, il y avait cette charge sur Künzle qui méritait beaucoup plus. Et on n'aurait pas dû le voir pendant quelques matchs de la série. On a vu que Nygren a ramassé 3 matchs, ce qui Absolument. correspond finalement à la fin de la série. J'aime pas cette concordance, en fait, entre le fait que... tiens, ça correspond pile à la fin de la série. Je me dis, on devrait abandonner l'idée de... On est au combienième match? Est-ce qu'il y a encore une série derrière? Pas de série? On s'en fout. On estime que c'est 6 matchs, puis que ça correspond, ma foi, à 6 matchs, c'est comme ça. Là, il me semble que ça correspond comme par hasard à la fin. Alors, comme par hasard, le complotisme de... Non. Ça correspond à la fin de la série. Je sais pas ce que toi t'en penses, mais... Je trouve un peu chiant. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Bon, après, moi, il y a quand même... Alors, on digresse terriblement.
de parler de Nugren, Marty, bon, ben voilà, Marty, on connaît l'animal, mais cette charge de Nugren, Forer ne doit jamais être dans cette situation-là non plus. Ouais. Et il y a pas mal de circonstances atténuantes que j'aurais données à Nugren. Elle est horrible, cette charge, elle mérite une suspension. 3, je pense que c'est un peu trop, si je dois dire. Mais ça, c'est pas mon avis. C'est plutôt l'avis des gens que j'ai sondés après le verdict, où moi je disais, ouais, 3 matchs, c'est le minimum. Non, on me disait, ouais, mais bon. Jamais un ailier doit se retrouver contre la bande dans cette situation-là. Voilà. Après, moi, j'aime pas l'aspect il s'est mis en danger, mais finalement, c'est comme dans un accident de voiture. À un moment, tu dois aussi te dire, est-ce que c'est du 100%, 0% de responsabilité ? C'est jamais le cas. Il y a toujours une part de responsabilité des deux côtés, à quelle hauteur tu la mets. Mais je te propose qu'on revienne sur Bien. Oui. La semaine passée, quand on parlait de Bien, on disait justement l'absence de Brunner, la Brunner, Kunti, Künzle, dont on parle quasi à chaque épisode. C'est un des marqueurs de Colfax quasi obligatoire. On l'a vu l'autre soir. Alors certes, Bien a perdu. Certes, Bien n'a marqué qu'un seul but. Par Damien Brunner. Mais qu'est-ce que cette ligne, elle a été dominante. Ah ouais. Ils ont quasi 6 expected goals par 60 minutes de glace lorsqu'ils sont les 3 sur la glace, 5,4 sauf erreur. Si j'ai bien vu les chiffres de 49ing.ch, donc l'organe de statistique de la ligue, c'est énorme. Et c'est là qu'on voit justement que cette ligne-là, et finalement le retour de Brunner, le retour de Kunti en cours de série, ça a remis Gaëtan à son première ligne en cette fin de série avec Rayala et Ishier. Mais c'est surtout, c'est Künzle, Kunti, Brunner, ça va être là l'une des clés de ce match 7. Pour ceux qui écoutent cet épisode après le match 7, désolé. mais voilà, Bien doit partir confiant à Zurich parce que dans le jeu, ils sont là, ils sont plus que là d'ailleurs. Zurich va être nerveux quand même parce que ils sont pas sereins depuis le début de la série. Bien est bien en place. J'ai pas la nouvelle au moment où on enregistre, c'est tôt le matin, on n'a pas encore les compos, ce qui sera peut-être le cas à ce moment-là où on veut l'écouter. Mais un retour de Victor Löw, ce serait peut-être une bonne chose. Mais en même temps, ça te force à sortir quelqu'un d'autre de ton alignement. Oui, puis surtout que si on fait abstraction des goals, comme on a expliqué, jusqu'à la 50e, Bien mène 1-0 et on se dit pas, oh là là, mon Dieu, qu'est-ce qui manque Victor Löw. Donc, Non. Et si tu as la chance de pouvoir faire rentrer Victor Löw, tu sors Korpikoski qui est ton ailier de 4. Et ça va encore. Je pense que Bien peut se le permettre. Tu mets Elvis Schlepfer à cet endroit-là, qui était 13e attaquant l'autre soir. À mon avis, ça peut tout à fait faire l'affaire. Surtout que d'aller à Zurich, si tu peux un poil plus bétonner, c'est pas perdu. Mais tu vois, le truc qui me fait dire que ça va être difficile pour Bien, c'est mon collègue Serge Henberg qui m'a tout de suite envoyé le truc et il a tweeté dans la foulée sur les 7e matchs. 39 7e matchs qui sont joués depuis l'instauration des séries en Best of 7. 7 fois, l'équipe qui était à l'extérieur l'a emporté. Donc toi qui aimes bien les statistiques, qui aimes bien les chiffres, les probabilités, on ne peut pas nier que si on devait parier quelque chose, bien sûr qu'on est des bobets, et puis que nous, si on dit Zurich, qu'on joue sur Zurich par exemple ce soir, sans regarder les compos, sans rien, dire Zurich ce soir, c'est basé que sur le fait qu'en 39 matchs, c'est 32-7 en faveur de l'équipe qui est à domicile. Donc, c'est pas de dire « Ah ouais, mais vous croyez jamais en Bien », c'est « Non, mais on croit aux chiffres ». C'est simplement une question de pourcentage. Vous aurez plus de chances techniquement si vous pariez sur Zurich que sur Bien. Mais ça veut aussi dire que dans 7 cas sur 39, l'équipe qui était à l'extérieur l'a emporté. Donc oui, c'est possible. C'est pas 39-0. Mais toujours est-il que c'est difficile pour l'équipe. On le voit. Malgré tout, l'avantage de la glace, même si en plus c'est à Zurich, puis est-ce qu'on peut vraiment parler d'avantage dans le sens où on le sait, c'est feutré. Il n'y a pas c'est pas un 7e match à Fribourg, à Bienne, à Lausanne, où on entend quand même bien, ou même à Rapperswil, on va bien entendre les supporters. Ça va être un petit peu plus soft, mais quand même, c'est Zurich. Mais Bienne est allé gagner 2 fois là-bas durant cette série quand même. Oui. Le match 1, il les cueille à froid. Complètement. Et ils vont gagner 1 fois là-bas
le match. Et puis celui qui perd, il le perd à la 89e Exactement. minute. Et ils vont gagner le match 3-1 à Zurich. Donc ils sont allés 2 fois là-bas. Ils sont allés une fois au bout de la prolongation. Enfin, au bout, il n'y a pas de bout. Ils sont allés longtemps dans la prolongation avec Pop au but. On rappelle d'ailleurs. Mhm. Et tout se joue sur un match. Mais effectivement, les probabilités sont forcément en faveur de Zurich. Mais si tu Mais regardes, c'est juste ça, hein, c'est des probabilités. si tu regardes les matchs, et si tu regardes a fortiori le match de samedi soir, où Bien a été excellent. Ouais. Je me suis re-regardé une fois dimanche pour être sûr parce que je l'avais en deuxième écran lors du match Fribourg-Lausanne. Après, il se passait tellement de choses à Fribourg-Lausanne que c'était pas évident de tout suivre. Mais Bien fait un grand match. Et finalement, on peut aussi faire un petit parallèle avec la série Rapperswil-Davos, où Rapperswil doit conclure cette série parce qu'il tourne autour de Davos toute la soirée. Et au bout du compte, t'as Ambul qui vient de nulle part, t'as Davos qui s'en sort et qui peut poursuivre cette série. Ces 2 matchs-là, c'est terrible. La probabilité que les 2 équipes à l'extérieur gagnent ce soir-là, vu le déroulé des 2 rencontres, c'est improbable. D'ailleurs, ça remet en cause complètement ce que je viens de dire sur les probabilités de victoire de Zurich par rapport à Bienne, finalement. Mais il se trouve que l'histoire aime bien... c'est des faits, voilà. C'est 39 matchs, 32-7, c'est comme ça. Mais moi, il y a un truc aussi avec Chikin, qui pourtant... Alors, là aussi, les gardiens, je pense que dans cette série, que ce soit Kovar, que ce soit Pope quand il a joué, que ce soit Chikin, pas grand-chose à dire. Hein. Il n'y a pas des scores fleuves où il y a des trous et pas possible. Mais quand j'ai vu Hollenstein débouler sur son côté... Ça me fait un peu sourire parce qu'en regardant aussi le match de Lausanne-Fribourg, me dire tu bats pas Berra quand tu viens un peu trop de côté. J'ai l'impression que là, Chikin, il doit pas forcément se l'encaisser celui-là. Et je dis pas que c'est sa faute, mais il est peut-être pas déterminant au moment où il doit être déterminant. De l'autre côté, de ne marquer qu'un but puis d'espérer gagner, tu peux pas. Il faut être meilleur que ça. Mais j'aimerais peut-être bien que Chikin soit peut-être un petit peu plus dominant. On sait que ça joue sur des détails. Hein. C'est vraiment le vieux terme qu'on utilise tout le temps, mais c'est la vérité. Un point assez intéressant, c'est la gestion des temps de jeu. On le dit à longueur d'année, que Bienne, c'est toujours bien géré. Il y a rarement un défenseur qui va jouer 27 minutes, comme on peut le voir pas partout ailleurs, mais dans d'autres clubs. Je pense évidemment à Tom Ernest, mais je pense aussi à Gunderson à Fribourg, qui est très souvent sur la glace. Parmi les attaquants, tu vois aussi certains qui ont un grand temps de jeu. Bon, avec les powerplay, des fois, c'est vrai que ça fausse un tout petit peu. Mais... Absolument. Mais là, les temps de glace l'autre soir étaient parfaitement répartis. Il y a juste certains défenseurs qui ont plus de 20 minutes, mais sinon, c'est tout entre 15 et 20. À Zurich, alors comme tu l'as dit avant, il y a Marty qui a été benché, du coup les défenseurs ont tous un peu plus joué. Il y a du 26 minutes pour Patrick Gehring, 26 minutes sur 60, c'est quand même énorme. C'est quand même pratique d'avoir Patrick Gehring. À part ça, s'il y a bien un joueur qui est, pour moi, la définition du défenseur all-around, donc vraiment où tu peux te dire, est-ce que je peux le mettre en powerplay ? Ce sera peut-être pas ma meilleure option, mais oui, je peux le mettre en powerplay. Est-ce que je peux le mettre en box-play ? Sans aucun problème. Absolument, il a joué 5 minutes 36 en box-play. Est-ce que je peux le mettre à 5 contre 5 ? Bien évidemment. Et vraiment, il est utile partout. Et ça, c'est un défenseur... Il n'y en a pas beaucoup, j'ai l'impression. Ils sont quand même très typés, soit défenseur défensif, soit défenseur offensif. Et lui, j'ai l'impression que il a un peu toutes les qualités. Je suis d'accord avec toi. Et on parle souvent de Gehring ou de Yannick Weber dans la défense du Ricoas. On parle souvent de Noro, mais on oublie parfois un peu ces deux-là. Et Gehring qui joue 5 minutes 36 en box-play. Et Yannick Weber, 5,57 en box-play l'autre soir. Et 22 minutes de glace. Plus de 60% ou presque du box-play du Ricoas a été joué avec Yannick Weber sur la glace. C'est pas un hasard. Quand il est revenu à Zurich, on a quand même aussi dit... Yannick Weber, c'est plus le Weber qui était venu à Genève. Calmons-nous, il va pas marquer ses 12 buts en powerplay de la bleue. Et puis, par contre, c'est devenu un défenseur défensif très, très, très solide avec l'expérience, avec les années en NHL. Il est tout le temps resté là-bas, c'est qu'il devait faire quelque chose de juste. Exact. Et vu qu'il n'avait pas des chiffres offensifs faramineux, c'est que de l'autre côté de la glace, il était utile. Et c'est exactement ce qu'on voit en ce moment. Weber, s'il est dans les bons papiers de Patrick Fischer, c'est pas juste parce que c'est un nom. Au bout d'un moment, Patrick Fischer, il regarde aussi de temps en temps un petit peu les matchs, j'ai l'impression. Il a quand même un peu que ça à faire durant la saison. Et s'il prend Weber avec lui, s'il prend des Gehring ou des joueurs comme ça, c'était Marty en l'occurrence à Pékin.
Pyeongchang. Ouais. Ouais, j'ai failli. À Pékin, c'est parce que c'est des joueurs qui apportent autre chose que juste de l'attaque. Et faudra voir aussi comment Marty va digérer le match de samedi soir. Il risque de repartir sur la glace comme en 14. Mais je pense qu'il va savoir comment faire. Là aussi, tu parles d'expérience. Ça m'étonnerait que le type pète un plomb. Et on va dire qu'il a eu il a déjà eu 2 avertissements. Ouais. Le cross-check sur Kingsley et puis toutes ces pénalités au premier tiers lors du dernier match. Je pense que la part de Grunborg, qui s'attend à avoir un Marty solide, qui va faire son boulot et pas n'importe quoi. Il peut y avoir une pénalité utile, hein, je dis pas. Si tout d'un coup il y a un rush qui part et puis il faut faire une faute, tu feras une faute. Pas de souci. C'est plus des pénalités, des fois des accrochés, des vieux coups de canne, des trucs qui sont complètement évitables. Mais du coup, ça a fait que sa paire Martinoro, qui est quand même une paire hyper importante, elle est dissociée pendant un moment, pendant le match, puis après, en le décidant soi-même, tu dois changer quelque chose. Peut-être que finalement, d'avoir un Kivisto, ou c'est Koivisto, je sais pas. Kivisto. D'avoir un Kivisto, ça te permet d'avoir aussi quelqu'un où tu peux te dire, lui au moins, je sais pas, défenseur finlandais, solide, j'ai pas besoin de trop lui expliquer, il va savoir. Et cette arme-là, qu'on pouvait des fois, on peut se demander, on dit, mais pourquoi il met pas Ludovic Weber pour pouvoir, et il doit mettre Kovar. Du coup, il a une licence étrangère dans les buts, et il se prive de gars en attaque. Là, de mettre en plus d'un gardien étranger, un défenseur étranger, il se prive encore plus d'une solution en attaque. Il a raison pour l'instant, Grunborg. Ouais, c'est ça. Après, c'est vrai que c'est assez rageant de ne pas avoir Kenville durant ces playoffs. Parce que moi, c'est typiquement le joueur que j'aurais eu envie de voir à ce moment-là de la saison. Alors peut-être que pour la défense biennoise, c'est une bonne chose parce que c'est un joueur... Déjà, alors tu me diras, c'est un petit peu un cliché, mais j'ai l'impression que ça devait être un joueur bon en play-off. Je l'imaginais encore amener un peu une dimension physique supplémentaire. À mon avis, Kenville serait dû. Mais voilà, comme tu dis très justement, tu as un gardien et 2 défenseurs étrangers. Mais moi, j'aimerais revenir sur le powerplay biennois, en fait. Oui, on peut tout de suite. Mais c'est intéressant le choix de Grunborg l'autre soir de ces 2 attaquants étrangers, c'est Kruger et Azevedo. Ouais. Et tu as pourtant un Garrett Rowe qui est en tribune, tu as Kenville qui est en tribune. Et... il est allé à Bienne aussi avec l'idée d'en prendre un de moins que Bienne, en mettant Kruger, qui est un défenseur qui est quand même défensivement très, très solide, très fiable. Et malgré ça, Bienne a été ultra dominant. Donc je me réjouis de voir aussi l'alignement de Zurich et des 5 étrangers qui vont être choisis par Grunborg. Rowe, c'est pas lui qui fait la passe à Rayala lors du match. J'ai comme ça un flash. Mais c'est peut-être faux, hein, mais je me rappelle de quelqu'un qui fait une relance catastrophique. Et là, il arrive à la bleue, il récupère le puck à la bleue, il rentre. Il y a quand même encore tous les joueurs qui sont dedans parce que c'était une relance de la part de la défense zurichoise. Le mec, il envoie un plomb. Et ça me fait penser au powerplay aussi de Bienne, de me dire, on a beaucoup parlé du powerplay de Fribourg qui marche bien aussi parce que le boxplay lausannois ne marche pas bien. Rayala, Radgeb, que j'imagine, ou Yakovenko, mais Radgeb à la bleue, normalement... ça devrait quand même passer. Alors, il a été blessé. Peut-être que le fait d'avoir été blessé, il n'a pas pu être réintégré comme ça, puis ça allait bien, ça allait pas si mal sans lui, donc voilà. Mais je me dis justement que ce powerplay biennois, ne serait-ce que Brunner sur le mur on va dire à gauche, Rayala sur le mur à droite, et un défenseur qui sait de temps en temps tirer comme Radgeb à la pointe, ça doit fonctionner. Le truc, c'est que Radgeb, il a 0 shoot l'autre soir en powerplay. Et je me demande justement, il y a eu pas mal de questions autour de sa blessure en fin de saison. Et c'était le dos, c'est ça c'est ce qu'ils avaient dit en tout cas. Et finalement, est-ce qu'il est vraiment à 100% actuellement, Yannick Radgeb? Le fait que tu aies 10 minutes de powerplay et Radgeb en joue 4 et quelques, il n'a pas de tir au but, moi, ça m'étonne, disons. Ouais, et puis du coup, quand tu regardes ça en tant qu'adversaire, tu observes ça en disant il tire pas. Donc, quand ils font la passe à Radgeb, quand le puck circule et que ça arrive sur sa palette, il tire pas. Mm-hmm. Et du coup, tu t'enlèves une solution. Alors que la différence, on verra après quand
on pouvait penser aussi à un temps, quand Rowe était à Zug, le powerplay avec Alatalo, avec Hoffman, ça peut être la même chose maintenant à Zug. Il y a trop de possibilités. Là, si tu t'enlèves cette possibilité-là en ne shootant pas, l'adversaire s'ajuste et se dit, ok, il peut un peu tricher en se disant, il n'est pas en confiance, il a peut-être mal ou un truc, je vais pas me jeter comme un fou. Je pense qu'il va plutôt faire la passe. Et en étant plus prévisible, tu t'enlèves une épine du pied. Enfin, pour l'adversaire, c'est peut-être plus simple à gérer. Tu t'enlèves une option en tant que défense, tu peux un peu plus monter sur les alliés et donc mieux défendre. Et c'est peut-être aussi une des raisons qui explique ça. Toujours est-il que, comme je disais avant, et je me répète, bien ne doit vraiment pas, doit rien changer en un sens. Parce qu'on l'a vu avec Lausanne, au bout d'un moment, ton powerplay, il doit fonctionner et il va fonctionner, j'ai l'impression. Surtout vu la qualité des joueurs. Exactement. Donc, les occasions seront là, j'ai l'impression. Mais voilà, il y a quand même encore le traumatisme biennois de cette série contre Berne qui ressemble furieusement à ce qui s'est passé durant cette série contre Zurich, avec Bienne qui prend l'avantage, qui se fait remonter, qui reprend le break, qui se fait remonter et qui avait perdu, si tu te rappelles, le match 7 à la maison avec l'accident qui est arrivé à Jonas Hiller au tout début du match. Pope était rentré et Berne qui s'était imposé assez largement, je ne me rappelle plus du score, mais 4-1, 5-1, quelque chose comme ça. Forcément, il y a ça dans un coin de la tête, puis en même temps, c'est plus vraiment les mêmes joueurs. Alors, Thurman était déjà à la bande, mais voilà. De mémoire, Hiller sort blessé, revient en cours de match, mais entre-temps, il y avait eu 2 buts, dont un but dans la cage vide, alors que Hiller était étendu. Bref, ça avait beaucoup fait jaser à l'époque. Mais les cadres sont un petit peu différents. Bon, Brunner et Künzle étaient déjà là. Mais Kunti aussi, ou bien non, justement, il était... Non, il était pas encore là. Et, bref, voilà, c'est différent, c'est une autre série, c'est d'autres hommes sur la glace, tout est différent. Et moi, je crois assez peu à ce genre de choses où ce qui s'est passé il y a 5-6 ans n'a pas d'influence sur ce qui va se passer aujourd'hui sur la glace. Ouais. Par contre, ce qui s'est passé samedi soir peut avoir de l'influence sur ce qui va se passer ce soir sur la glace. Et samedi soir, Bienne, c'est la meilleure équipe sur la glace. Ou alors ce qui s'est passé jeudi, quand il y a cette victoire Wallenstadion, avec un Gaëtan Haas, notamment sur le goal de Kessler. Qu'est-ce qu'il est fort. Ce qu'il fait sur le... Il enrhume un défenseur, il lui fait croire, il y a une petite feinte, il arrive à se décaler. Et Gaëtan Haas, comme joueur de play-off, moi j'ai l'image de Gaëtan Haas, c'était avec Berne, il était blessé, je pense que c'était d'ailleurs la même année, parce que c'est l'année du dernier titre bernois, où il revient pendant la finale et il est stratosphérique, il est tellement utile à l'équipe. Et ce Gaëtan Haas-là, s'il sort de nouveau un match ou une série ou un truc comme ça, ouais, ça donne quand même de sacrées options parce que forcément, ça va rendre Rayala meilleur parce qu'il aura besoin de quelqu'un pour l'alimenter. Et puis, j'ai l'impression qu'il montre un peu plus offensivement. Simplement, on le voit un petit peu plus au tableau des marqueurs. C'est bêtement ça parce que nous, on sait qu'il est bon, mais... Mine de rien, on attend quand même de Gaëtan Haas de le voir un peu, de voir son nom écrit, en fait, et pas de devoir aller regarder dans des statistiques avancées ou en regardant le match en disant, mais regarde-moi, super back-checking, super truc comme ça, juste parce que, ouais, on s'attend à ce que ce soit lui le détonateur. Oui, et surtout, quand tu regardes en saison, tu dis, ouais, mais le trend est bon, il se crée les occasions, donc ça va fonctionner, etc. Là, maintenant, ça va fonctionner, c'est ce soir. Et ça doit fonctionner, comme tu dis très justement. Donc, c'est positif aussi de voir que Gaëtan se fait un pas vers l'avant. Et si le duo As-Rayala peut être dominant, avec Ishii d'un côté, et la ligne 2 peut également apporter offensivement, il y a de quoi partir positif pour Zurich. Après, c'est pas bon signe. On était négatif sur Bienne toute la série, puis ils étaient très bons. Alors, puis là, on est trop positif, mais bon, ma foi, désolé. Alors, de toute façon, c'était... d'ailleurs, en parlant de Bienne, ça tombe bien, c'était Laurent Kleisel qui nous disait une fois, quand on avait fait un épisode de Cold Facts de pré-saison, quand on parlait de Bienne, puis on disait, je lui avais dit, c'est quoi tes pronostics? Puis il a dit, et ça m'est resté, et je trouve qu'il a terriblement raison, les pronostics, c'est vraiment c'est pas pour les journalistes, c'est pour les gens, en fait. Nous, on est là pour essayer de rapporter des faits
et de voir des tendances, mais de commencer à acheter en l'air que on pense que c'est Bienne qui va s'imposer, on pense que c'est Zurich qui va s'imposer. C'est plutôt un truc un peu rigolo, mais que c'est pas forcément notre rôle. On sait que les gens adorent, parce que comme ça, après, ils peuvent dire ils se sont trompés. En général, quand on se trompe pas, c'est pas très drôle. Hein, Et pour nous non plus, d'ailleurs. Bah non, mais c'est plus drôle. Hein, on aime bien quand on peut mettre des petites faces de clown à la place de nos pronostics. Ça léger. On remarque que le like est très facile dans ces cas-là. Hein, on note tous les likes, vous inquiétez pas. On passe à cette série terminée entre Fribourg. Terminée un peu tôt, honnêtement. Ah bon, on aurait voulu plus. C'était tellement bien. Ouais. Moi, j'en aurais repris d'autres plus de celle-ci de série. Parce que aussi, on avait dit il n'y avait pas de vilain coup. J'ai eu un peu peur à un moment sur une charge de Boson sur Di Domenico avec le genou contre genou, ou en tout cas tibia contre genou. Finalement, ça s'est bien passé. Alors certains, je pense que si t'es fribourgeois, c'est Boson, faut qu'il parte, faut l'enterrer, faut le foutre en prison. Et puis si on est lausannois, on dit bah regardez, il court comme un cabri, et puis en plus c'est lui qui met le but derrière. Bah c'est ça le problème. Alors on va commencer par ça, alors que je l'avais pas prévu, mais en fait on dit toujours de ne pas juger une charge sur ses conséquences. C'est quand même ça un peu le principe de base. Du coup là, la conséquence de la charge, c'est Dido qui roule par terre, mais qui marque un but 2 minutes après. Mais est-ce qu'on doit juger la charge de Boson sur cette conséquence-là ? Non, on la juge pour ce qu'elle est. Et à mon avis, effectivement, c'est pas un jeu pour aller chercher le puck à Di Domenico, ça. À mon avis, il va à la jambe. Et moi, sur le moment, je pensais qu'il prenait plus que 2 minutes. Pareil. On y reviendra peut-être après, mais là où Gernat aurait pu prendre un peu moins que 5 Exactement. minutes. Mais là, à mon avis, Boson pouvait prendre plus que 2 minutes. Après, effectivement, Di Domenico, il reste par terre. Moi, je pense qu'il a eu une peur de ce qui venait de lui arriver. Et je pense que si le patin n'est pas un peu en l'air, mais dans la glace, là, il y a un vrai problème. Alors là aussi, tu ne peux pas juger une charge sur la conséquence qu'il aurait pu avoir s'il se passait quelque chose, évidemment. Ouais. Mais par contre, de dire, ouais, mais regardez, Di Domenico, il a marqué juste après, ça ne change rien au fait que la charge n'est pas belle. C'est ça. Et que Boson, il a été pénalisé. Finalement, vu qu'il y a eu goal sur le powerplay suivant, il a été vraiment pénalisé. Mais c'est un des rares vilains coups. Parce que, vu qu'on y est, la charge de Gernat sur Sandro Schmidt dans le coin. Schmidt est en déséquilibre, il va lui mettre une poussette, il part la tête la première dans la bande. La saison dernière, c'était 2+10, personne n'aurait rien dit, on n'en aurait pas reparlé en fait. Là, le problème, c'est que maintenant, cette option n'existe plus dans le livre des arbitres. Donc, ils ont le choix entre 2 minutes et la 5 minutes, qui a été donnée à Gernat sans pénalité de match. Ouais. 5 minutes, ça pénalise sacrément l'équipe. Alors, pour le coup, pas tant que ça finalement, vu qu'il n'y a eu que, entre guillemets, un but. Et derrière, Gernat en a mis 2. En revenant, il n'a pas eu 5 matchs, mais que 5. Mais le 2+10 aurait presque été plus légitime. Moi, j'étais presque à me dire, est-ce qu'il y avait 2, pour te dire, sur le truc, en voyant la faute. Mais c'est... Le déséquilibre de Schmidt et le fait qu'il le balance, tu dis, mais il le pousse pas très fort. Hein. Non, justement, il appuie son bras. C'est pas un cross-check au niveau de... Vraiment, ces trucs qu'on n'aime pas voir. Ce qui fait dire que, c'est pour ça que c'était pas une série sale. Non, vraiment pas. Et ça aurait pu être une série sale. Alors, peut-être que la prolongation aussi dans le dernier match est pas... Mais même le 4-1 de Fribourg à Lausanne, le dernier tiers, Lausanne aurait pu se dire « Oh bon, perdu pour perdu, on va faire des cochonneries. » On va marquer les esprits avant le match d'après, le genre de truc qu'on déteste, il me semble, et toi et moi. Absolument. Ou après, il faut aller quasiment arracher des têtes pendant les 10 dernières minutes, puis t'envoies tes joueurs du bout du banc en disant « De toute façon, si tu prends 5... » Vas-y, Krakauskas. C'est ça, si tu prends 5 matchs de suspension et 12 000 francs d'amende, on va la payer ton amende, vas-y maintenant. Allez, il n'y a eu rien de tout ça. Et c'est à mettre au crédit de Lausanne en l'occurrence, parce que c'est Lausanne qui était dans cette position-là. Et il n'y a rien eu de tout ça. Et franchement, ça rend cette série encore plus belle, je trouve, parce que ça a joué au hockey jusqu'au bout. Ça a bien joué au hockey. Il y a eu un dernier match où il y a eu plein de buts, il y a eu des belles actions. Enfin, franchement, c'était un régal. Et j'espère qu'il y a beaucoup de spectateurs neutres, parce que j'imagine quand on tient pour un des deux côtés, on aime ou pas la fin de la rencontre, mais en tant que spectateur neutre, tu prends ton pied parce qu'il se passe des choses, parce qu'il y a des beaux gestes, parce qu'il y a des beaux jeux, parce qu'il y a des bons joueurs finalement, parce qu'il y a David Dernay.
On pourrait faire un épisode sur le match de David Desharnais. Moi, je l'ai trouvé. Toi, tu pourrais. Ah ouais, absolument. Incroyable. Moi, je l'ai trouvé. Moi, j'ai trouvé nul, mais bon, ça... C'est drôle, à l'interview d'après-match, quand j'ai posé la question justement à Christian Dubé, il m'a répondu « Ouais, il était moyen ». Après, il a rigolé, évidemment. Il était omniprésent. À cet âge-là aussi, c'est ça qui fait que moi, ce qui m'impressionne, c'est de se dire qu'à 36 ans, mais je pense qu'il a un profil finalement qui s'adapte hyper bien au championnat de Suisse. Grande patinoire, son coup d'œil est là. Le coup de patin, finalement, il est encore là. Il a envie, il est heureux. Ça amène plein de choses positives finalement de son côté. Et jusqu'à quand est-ce qu'il peut tenir ? Ça, moi, c'est finalement cette question-là qu'on peut se poser, parce que tu vas forcément plus vers la fin de ta carrière que vers le début. Donc, il joue un peu à l'économie, mais il joue quand même pas mal. Il joue à l'économie, en étant intelligent. À l'économie, et encore, parce que je ne pense pas qu'il compte ses coups de patin. Mais c'est aussi cette capacité à justement à pas faire le coup de patin en trop qui lui permet, après 32 minutes 36, vu qu'il a joué 32 minutes 37, de faire la passe qui donne le but vide à Kylian Motet. Alors évidemment, on parlera de l'aspect un peu lausannois un petit peu plus tard. Évidemment, il y a une relance foirée de Lucas Frick, puis après, c'est un peu plus facile quand tu récupères le puck en zone offensive. Mais la capacité qu'il a eue à temporiser, à laisser en fait, les pièces devant lui se bouger pour avoir la ligne de passe parfaite pour Kylian Motet. Après, Motet, il a plus qu'à, entre guillemets, mettre au fond. Il y a quand même encore un défenseur devant. Tu peux taper une canne. Hein. On rappelle Francis Paré. Oui. Quand le match va en 3 prolongations, il a aussi le but ouvert, pas autant que ça, on est bien d'accord. Mais il a aussi un but ouvert, il y a la canne qui vient au dernier moment l'enlever. De Dave Souter, ouais. Cette canne de Dave Souter, effectivement. C'est beaucoup plus difficile. Hein. Motet, honnêtement, c'est un penalty son gardien, à peu près. Mais à ce moment-là du match, avec les émotions, avec la pression, avec la fatigue, t'as vite fait. Ouais, puis tu peux... un droitier, je pense que là, ça vient directement sur son côté fort, on va dire. Le fait qu'il est gaucher, la passe vient de sa gauche pour le reprendre. Je dis pas que c'était très compliqué pour un joueur professionnel en Suisse, qui plus est international, de le mettre. Mais avec toute la tension, tout le truc, tu peux, on en a déjà vu tellement de fois des gars qui rataient des cages vides, parce que tout d'un coup, le puck, il n'est pas tout à fait à plat. Là, c'est vrai que Motet l'a souligné, j'ai une passe tape to tape. C'est l'importance... Surtout que des fois, du côté de Lausanne, j'ai l'impression qu'il y avait ce côté. Il y a la ligne de passe, elle est ouverte, mais elle vient de 3 cm ou 10 cm un peu trop à gauche ou trop à droite, ce qui fait que tu dois tendre un peu ton truc pour essayer de reprendre, et tu perds ces quelques centièmes de seconde qui peuvent te permettre d'avoir l'angle de tir ouvert, ou bien le côté de Reto Berra un peu plus ouvert, qui va imposer à Berra de faire un arrêt peut-être plus difficile, qui va lui demander peut-être de se décaler un peu plus, etc. Et tout ça part de la précision des passes. Et c'est vraiment un truc où je pense que Fribourg a été meilleur que Lausanne sur cette série. C'est la précision. Et qu'on a retrouvé ce Fribourg qui a un peu de chance, parce qu'il en faut ceux qui gagnent. De toute façon. Privilégie le terme réussite. Je pense que le mot chance est... Ouais, mais c'est peut-être l'anglais, en fait, qui nous fout dedans. Mais plus de réussite qui vont provoquer. En allant chercher, en allant un peu forechecker, en allant... en laissant la canne... Enfin, tu dis sous terre, sur Paré, aussi parce que tu laisses la canne en bas, sur la glace. Mm-hmm. Plutôt que de la lever un petit peu, plutôt que de l'avoir dans tes 2 mains. On entend souvent sur le plateau de MySports le terme stick on puck, et je me dis vraiment... Les gens, des fois, ils doivent se dire c'est qui ce stick on puck? Quand on entend tout le temps, c'est un truc, on dirait c'est un nom, c'est pas trop. Mais cette canne sur la glace en permanence, pour te dire, ça va t'apporter des bonnes choses. Pour gêner les lignes de passe adverses. Ça risque très rarement de t'apporter des mauvaises choses. Peut-être qu'il y aura une déviation dans ton goal, c'est clair. Mais c'est quand même très rare. C'est souvent des bonnes choses qui se passent. Mais je pense que ça doit pas être simple, parce que tu dois peut-être être un peu baissé, ça implique d'être proche de ton joueur, de maintenir le gap assez serré. Et voilà, pour moi, le succès de Fribourg passe par cette réussite qu'ils ont retrouvée au bon moment. Mais quand tu es 2e du championnat, tu peux pas dire
c'est pour ça que tu dis la chance, tu l'as pas eu. Tu as eu certes de la réussite, mais tu vas la provoquer. Et que l'année passée, des fois, Fribourg avait pas les trucs en leur faveur. Ben, cette année, il y a plus de choses en leur faveur. Peut-être parce qu'ils vont un peu plus chercher les choses. Là aussi, sur le box-play de Fribourg, il est très agressif. Donc, ils sont récompensés de leur agressivité par les buts de Bikoff notamment, mais aussi par des entrées de zone ratées de l'adversaire ou bien des passes qui n'arrivent pas parce qu'ils forcent à ce que la passe soit parfaite. Et ce que j'ai pas vu de l'autre côté finalement sur le box-play lausannois que je trouvais trop passif, avec en plus un power-play qui tourne bien. Enfin vraiment, finalement cette victoire, moi j'avais pronostiqué pour le coup 4-2 pour Fribourg parce qu'ils étaient deuxième de la saison régulière et que je trouvais que c'était une équipe qui était mieux en place que Lausanne. Mais par contre, tu disais aussi au début, le spectateur neutre a dû apprécier ce truc et le spectateur lausannois, même s'il est déçu, il se dit mais j'ai quand même assisté honnêtement après une saison 2021 et une fin de saison 2020, enfin une fin d'année 2021 où je me rendais un peu à la patinoire sans grand intérêt. Par habitude. Ouais, mais oui, parce que je suis en pilote automatique, puis mon cerveau me dit bah mardi il y a un match, bah j'y vais. Là tu viens avec du plaisir. Il y avait une patinoire comble. Et que tu voyais une équipe qui certes avait certains défauts, mais au moins avec quelque chose, quoi. C'est vraiment... Je voulais d'ailleurs te rendre hommage. Vu que... Non, alors ça c'est beaucoup trop. non. Avant la série, quand on a fait notre épisode pré-série, et on en a parlé même en off, les deux, souvent, on fait que ça d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a fait un podcast, parce qu'au bout d'un moment on se dit, au lieu de se faire des téléphones tout le temps, autant que ce soit utile ce temps, mais t'étais assez convaincu que Fribourg gagnait, et même assez, pas facilement, parce que c'était vraiment pas facile, mais tu dis 4-2, alors à ta place j'aurais plutôt dit, avec ton degré de conviction, je l'aurais mis sur un 4-1 en finissant à la maison, plutôt qu'un 4-2 en finissant à l'extérieur, raison pour laquelle moi je l'ai mis un 4-2 pour que Lausanne termine à la maison. Mais tu étais assez convaincu et assez convaincant au passage que Fribourg était meilleur que Lausanne et que Fribourg allait s'imposer. Moi, je pensais à l'inverse. Tu me diras, c'est pas la première fois qu'on fait un pronostic qui part à l'envers. En prenant chacun un truc, au moins, on a une chance qu'il y en ait un des deux qui ait raison. Faudra peut-être qu'on s'en inspire pour la suite dans nos paris. Comme ça, on passe pas les deux pour des ânes, mais qu'un seul. Mais finalement, c'était surtout aussi le fait d'avoir les avantages de Fribourg qu'on avait listés, oui. Et les avantages de Lausanne. Je trouvais les avantages de Fribourg finalement plus convaincants. Le gardien, c'était en faveur de Berra. Ça a été ça. Même si Berra n'était pas exceptionnel finalement sur le dernier match, mais il était là quand il a fallu. Le powerplay de Fribourg, on l'avait listé. Les situations spéciales, en général, on les avait listées. On avait quand même mis un avantage assez net à Fribourg. C'est ce qui s'est passé, finalement. Et la défense lausannoise, qu'on disait, elle est extraordinaire dans certains cas. On lisait aussi à quel point... Parce qu'on regarde les noms. Et je me rappelle aussi, ça m'a fait sourire, que Raphaël Berger a été invité du live des Pécalistes sur la télé. Toi, tu étais aussi dans cette émission. Puis à un moment, ça parlait de défense. Puis lui, il a dit, je tiens juste à préciser, je ne suis pas trop d'accord avec vous, je trouve que la défense de Fribourg, elle est meilleure que la défense de Lausanne. Je me disais, tiens, ok, ça m'a surpris. Puis après, je me dis, ouais, mais Raphaël Berger, c'est un ancien défenseur. Il connaît quand même assez bien le hockey, sans doute mieux que moi. Je peux potentiellement écouter ce qu'il a à dire là-dessus. Alors, il n'était pas rentré dans les détails en listant, en disant oui, Camerzin est meilleur que tant, Chabaya, il fait bien ceci. Mais il avait dit ça de manière globale. Ça m'avait surpris et je me suis dit, tiens, il a le fun et en fait, Rafi. Si je dois faire mon autocritique aussi de l'avant-saison, avant de l'avant-série, et je l'ai écrit d'ailleurs, que c'était très dur à jauger cette équipe de Lausanne. Ça a été très dur durant toute la saison d'ailleurs, parce qu'il y a eu un moment où tu as envie d'être ultra critique et ultra négatif tout le temps, parce que ça se justifie quand ils se prennent des 7-2 contre Rapperswil. Tu n'es pas en train de dire, oh là là, le trend est positif. Mais à l'inverse, dès janvier, c'était une machine, cette équipe lausannoise. Elle était belle à avoir joué. Ça jouait bien, ça jouait un jeu qui était assez enthousiasmant, je trouve. Plus inspiré, ouais. Plus inspiré. Et du coup, tu te retrouves à la fin en te disant, ouais, mais attends, ils vont jouer quelle équipe, Fribourg? Quelle équipe de Lausanne?
celle qui a été un peu moribonde pendant 3-4 mois ou celle qui a marché sur la flotte pendant 2 mois. Et c'est là où c'était devenu difficile, et je pense, avec du recul, que je me fais aussi un petit peu aspirer par cette excellente fin de saison lausannoise. Parce que moi, j'ai plutôt tendance à privilégier la forme du moment à celle de novembre. Mais ce qui est juste. Ce qui est juste sur le fond, mais à l'inverse, j'ai aussi trop pris en compte, et je pense que c'est important aussi pour nous. Hein, la série négative, en fait. J'ai aussi trop pris en compte cette série négative, et à la fin, quand tu parles avec les gars, ils disent ouais, on en a perdu 6. Après la série, ils disent, mais nous, on paniquait pas. On savait exactement pourquoi on perdait ces matchs-là, on savait ce qui se passait. À aucun moment, nous n'avons paniqué avec ça. Peut-être que là aussi, et c'est intéressant de. Après, on va pas toujours faire des pronostics justes. Hein. C'est pas, si c'était ça, on serait milliardaire, on arrêterait le journalisme et puis on ferait juste des paris sportifs. Ce serait trop facile. Mais de se dire, ok, là, attention pour un prochain cas, ne pas surinterpréter une fin de saison versus toute la saison. Et c'est exactement ce rappel-là qui m'a été fait, parce que toi, tu as été très juste, qui m'a été fait sur cette série Fribourg-Lausanne. Ouais, c'est aussi de se dire que la forme du mois d'octobre, j'ai envie de dire, novembre, décembre et même janvier de Fribourg, moi j'ai retrouvé le Fribourg de ce moment-là lors de l'acte 4. Le 4-1, un moment lors du deuxième tiers, mais peut-être même le premier tiers, je crois qu'il y avait 0-0 d'ailleurs lors de ce quatrième match. J'ai vraiment vu un Fribourg qui allait provoquer cette réussite, qui marquait en infériorité numérique, qui mettait de la pression, qui trouvait les lignes de passe, qui était solide, qui avait un gardien qui retenait les pucks. Finalement, si on fait abstraction du goal qui a été attribué à Christophe Berchi, alors que c'est Schmidt qui le marque, Lausanne ne met pas de but de lui-même. Donc, tous les avantages listés de Fribourg étaient en fait concentrés dans ce match. Lausanne a donné du fil à retordre à Fribourg aussi, parce qu'ils étaient dans une situation où ils faisaient face à l'élimination. Et donc, c'était les vacances où au moins ils pouvaient faire durer un peu le truc. Il y a aussi un autre joueur qu'il faut mettre en avant, je trouve, vu qu'on est dans la partie fribourgeoise de toute cette histoire. C'est Di Domenico, qui a une série qui est assez compliquée pour lui, je trouve, parce que c'était compliqué au début de série. Au niveau des points, par contre, il va bien. Il a 10 points, ouais. Il a 3 buts, 7 passes décisives. Et il fait une fin de série fantastique. Il était dans son match. Rappelle-toi de la série Lausanne-Langnau, quand Lausanne s'en sort contre le Langnau de Di Domenico au match 7. C'est Di Domenico qui prend 5e match en cours de match. Alors certes, c'est pas à cause de lui uniquement que Langnau avait perdu ce soir-là, c'est juste que Lausanne était plus fort et qu'il devait gagner ce match. Mais il est complètement sorti du match. Il est arrivé à Lausanne, puis il s'est dit je vais brasser le plus possible en espérant que... Mais le Langnau de Di Domenico, c'est pas le Fribourg je de Di Domenico. Je compare pas, je parle juste du joueur. Et là, si on se rappelle du début de série de Chris Di Domenico, match 2, il rate la cage vide. Lausanne égalise et gagne derrière, en prolongation. Match 3, il peut coûter le match. À la 70e et des poussières, il se prend 2 minutes de frustration. On peut se retrouver avec un 1-2 après 3 matchs. Et en gros, la tête de Di Domenico est mise à prix à Fribourg. Et derrière, Fribourg gagne, donc ça le sauve, entre guillemets. Et derrière, au lieu de se sortir de sa série et de se sortir des matchs, et pourtant elle a été provoquée, hein, ils ne l'ont pas ménagé, Lausanne a raison évidemment, non, il a été encore plus focalisé, j'ai l'impression, sur son jeu, sur ce qu'il a à faire. Et là, il faut lui rendre hommage, parce que ça prouve aussi une certaine maturité. Et quand on parle de la maturité de Fribourg-Gotteron cette saison par rapport à la saison dernière, c'est pas qu'une question d'âge ou d'expérience, c'est que ce groupe fribourgeois a grandi par rapport à la saison dernière. Évidemment, quand tu rajoutes Raphaël Diaz, ça te met un bonus supplémentaire dans ton vestiaire qui te permet de grandir là aussi, parce que Diaz, il est d'une importance, si ce n'est capitale, d'une très grande importance dans cette équipe fribourgeoise. Mais le groupe fribourgeois a maturé, a grandi. Di Domenico aussi, parce que l'année passée, si on se rappelle, ses playoffs contre Genève, il avait été vraiment quelconque. Ouais. Et là, il a été extraordinaire, à part les matchs 2 et 3, et ça, je vais pas en démordre. Il coûte presque 2 matchs à son équipe, au bout du compte.
Mais derrière, il se rattrape parfaitement. Et dans Ce que tu veux me dire, c'est que ça passera pas au prochain tour contre une équipe, ou bien potentiellement en finale contre Zog. Là, ça passera pas s'il fait ses erreurs. Là, non, mais là, c'est bon, il est lancé. Il est dans son tunnel, dit Domenico, il n'y aura pas de problème. Ouais, mais il va jouer contre des équipes suisses-allemandes, tu verras. Il y aura le bonus suisse-allemand. Peut-être. On va boucler cette partie fribourgeoise parce qu'on ne s'est pas encore projeté sur la suite, mais vous inquiétez pas, les fribourgeois, on sera là mercredi à 17h. Vu qu'ils sont encore là. Hein. Ils seront encore là et on aura le nom de l'adversaire. Peut-être. Parce que si Zurich ne gagne pas. Parce que juste pour rappeler, hein, si Zurich sort Bienne, Fribourg joue Zurich en demi-finale. Si Bienne gagne contre Zurich, Fribourg joue le vainqueur de Davos-Rapperswil. Ça pourrait être mercredi soir, donc on sera peut-être pas encore plus avancé. On verra, mais en tout cas, on sera là mercredi pour la suite de la saison de Fribourg-Gotteron. Bon, question qui m'arrive à l'instant sur Twitter de Patrick Retorna. On fait encore un dernier petit passage, un crochet par Fribourg. Quel serait selon vous l'adversaire idéal pour Fribourg en demi-finale ? Je vous entendre, ça je le dis parce que ça nous fait du bien. Merci Patrick. Je commence, tiens. Sur le papier, j'aurais dit tout sauf Zurich. Mais en même temps, si tu te rappelles des Zurich-Fribourg, c'est une équipe qui convient assez bien à Fribourg. Zurich serait pas une catastrophe, mais faut quand même le dire. En tout cas, mon avis, je pense que Rapperswil Bonjour, Davos. est quand même... Ouais, mais Davos, moi, je vois l'aspect, il faut aller jusque là-haut, il faut se prendre l'altitude dans la tronche, minimum 2-3 fois. Rapperswil m'a l'air un petit peu moins dangereux pour Fribourg-Gotteron qui a 4 lignes qui peuvent être capables de faire la différence. J'ai un petit peu moins cette impression pour Rapperswil. Mais en même temps, Rapperswil mène 3-2 contre Davos actuellement et fait une très très forte impression. Ils ont encore des joueurs valides parce que vu qu'ils se font sortir au fur et à mesure par les types là. Vetter, il marchait sur la flotte, il se fait sécher. Bon, alors Forer, voilà, mais c'est quand même un type malgré tout. On a tellement tendance à dire que Rapperswil ils sont on les oublie. Oui, c'est vrai. Hein. Et on a fait l'erreur plusieurs fois. On a fait l'erreur en ce début de série. Mais si je réfléchis au match-up et aussi à ce que peut proposer Fribourg face à Davos, face à Rapperswil et face à Zurich, j'ai quand même l'impression que Rapperswil me semble être... Si on te dit avant la saison et même avant les playoffs, tu vas jouer Rappi en demi, je pense que tout le monde prend. Si on dit tu dois jouer Zurich en demi, c'est plus compliqué. Mais j'entends volontiers ton avis. Je n'en ai pas, donc on va directement passer. Non, mais honnêtement, c'est que de la sculpture sur nuage pour le coup, pour dire ah ouais, mais on s'est tellement trompé. Puis tout ce que tu dis là, ouais, on aurait plutôt tendance à penser que Zurich c'est compliqué. Ouais, puis finalement en fait c'était ce qui va le mieux. Donc je préfère pas m'avancer. Et puis là Joker pour le coup. Et puis comme ça on peut passer directement au bilan de Lausanne. Et le fait que, une saison, je le disais avant, les supporters lausannois sont forcément frustrés et déçus, mais avec quand même le côté de se dire, alors j'irai pas jusqu'à, désolé pour Jérôme Renard et John Foust, qui sont pour dire qu'il y avait une identité, un jeu, puis que c'est de là-dessus qu'il faut construire. Sur cette fin de saison, oui, est-ce qu'elle sera encore là dans, finalement, qu'est-ce qu'on va dire, 6 mois ? Je trouve qu'il y a tellement de choses qui peuvent se passer. C'est bien, hein, c'est vraiment... je pense qu'on a bien aimé ce qu'on a vu après le début de saison, parce qu'on se rappelle, on avait l'impression que Lausanne avait une bonne équipe, tu les voyais dans le top 4, et c'est à la lecture du contingent, à la lecture de plein d'autres choses, de se dire que là, voilà, c'était solide, c'était compliqué, c'est revenu vraiment bien début 2022. On reste sur une bonne dynamique, on va dire, ou une bonne image. Capitaliser là-dessus, super. Après, est-ce que, justement, ce sera encore... On va enlever Berchi, on va enlever Boltzhauser, il y a de nouveaux joueurs qui vont arriver. Je pense qu'effectivement, les noms qui sont annoncés sont plutôt des joueurs intéressants, comme Pedretti. Il a l'habitude d'être dans des équipes qui vont en play-off, il sait ce que c'est. Ugly, il me semble qu'il n'est pas trop mauvais en play-off ces temps, donc j'aime bien ce joueur. Faut voir quel rôle il aura. Il y a pléthore de bons attaquants aussi. Un Jelovac, par exemple, en défense, j'aime bien, comme ça sur le papier. Je me dis que ça fait un peu peut-être double emploi avec Marty, mais peut-être que je me trompe. Est offensivement plus intéressant que Marty, je pense, un petit peu.
Par contre, 2 romans, un gars qui a été formé en partie à Lausanne, comme Jelovac, plutôt sympa, pas des grands noms comme ça, forcément. Il faudra voir aussi Lausanne ce qu'ils font d'un Benjamin Baumgartner. Ils l'ont signé 4 ans, ça fait une saison. C'est une saison qui est très décevante. Je pense que c'est pas être méchant envers Benjamin Baumgartner. Il doit être bien plus, s'il est comme Genadzi, il doit être bien plus enclin à penser qu'il a fait une saison de M que nous. Mais après, combien de centres on le fait jouer où 6 étrangers, qu'est-ce que tu fais avec certains étrangers? Est-ce que tu les gardes tous ou est-ce que tu arrives finalement, on l'a vu par le passé avec Varone, on l'a vu avec Konaker, on arrive quand même à se départir de certains contrats. Donc, alors, j'ai envie de te dire oui, mais méfiance. Il y a quand même une petite subtilité cette saison avec justement envoyer ton bois mort ailleurs en disant non, mais tu verras, il est très très fort, Marc Barberio, c'est un joueur qui est fiable et puis il maîtrise bien ses nerfs, tu verras, non, mais prends-le moi. Très bien. Mais il y a une centaine de joueurs de KHL qui ne sont pas russes, qui sont arrivés sur le marché récemment. Le marché, il déborde de très très bons joueurs. Et plutôt que d'aller chercher un joueur qui est peut-être dans un trou ailleurs, est-ce que tu n'as pas meilleur temps de prendre un joueur qui est bêtement disponible sur le marché? Il connaît le championnat. Ouais, voilà. Mais parce qu'actuellement, sous contrat, et c'est vrai que c'est un vrai problème pour Lausanne, tu as 5 joueurs sous contrat étrangers. Barberio, Gernat, Emerton, Frolic, Sekac. Alors, sur la saison qu'ils ont fait, on ne va pas commencer à saucissonner la saison des joueurs, mais Gernat et Sekac, tu ne te poses pas de questions. Exactement. Pour la saison prochaine. Frolic, quand il a signé, on s'est dit, mais on est sûr qu'on veut signer 2 ans directement, celui-là, ou bien on va peut-être le laisser voir ce que ça donne. Il a été blessé, ma foi, on ne l'a pas vu en fin de saison, mais tu te poses la question. Emerton, Dieu sait si on l'aime bien, mais est-ce qu'il n'est pas arrivé à un plafond au-delà duquel il ne va plus aller? Et Barberio, on en a beaucoup parlé, mais c'est 5 étrangers sous contrat actuellement. Et puis, parce qu'alors, à 2, en partant de Gernat et Sekac, à ce moment-là, tu as 4 places à disposition, on va dire idéalement. On est en train de vivre des séries. Alors, Chaud de Fond est revenu et tout. Mais Holton-Cloton sent quand même. Ça sent assez fort. Et alors, si on a Cloton-Holton, 14 équipes, 6 étrangers. C'est pas plus compliqué que ça. Donc là, on est quand même sur cette dynamique de 6 étrangers. On m'a souvent posé la question du nombre de licences. Oui. La saison prochaine, et je me suis renseigné l'autre jour et j'ai oublié la réponse. C'est super, je suis fort. Parce que là, on était à 8. 8 licences pour 4 places. Voilà. Et c'est 10 licences. Ça monte en fait. Il y a une licence de plus par le joueur engagé sur la glace. Okay. Donc si c'est 5 étrangers, c'est 9 licences. Et si c'est 6 étrangers, ce qui risque très probablement d'arriver, ce sera 10 licences. Au bout d'un moment. Voilà, en fait, ça augmente graduellement avec le nombre. Donc c'est info que j'ai au niveau de la Ligue. Donc j'ai assez confiance que c'est ce qui s'est passé. Dans le contingent dont tu parlais avant, parce qu'on ne va pas revenir sur la série contre Fribourg, on en a beaucoup parlé dans la série contre Fribourg, de la série sur Fribourg. Je pense que c'est plus intéressant de faire un peu un bilan et de se projeter pour Lausanne. Il y a un truc qui est intéressant, c'est qu'actuellement, il y a donc 12 attaquants sous contrat. Et en plus, il y a plusieurs rumeurs assez fortes que Almond, Boson et Ria seront là la saison prochaine. Moi, Ria, c'est sorti nulle part. C'est juste ma lecture des choses. Ouais. Si Ria était sur le marché, on l'aurait entendu. Et je crois que je l'ai déjà dit une fois. C'est bien possible. Ria n'est pas sur le marché. Est-ce que Ria va retourner en Amérique du Nord? J'ai vraiment pas l'impression. Pour moi, il y a beaucoup trop de points qui vont dans la même direction pour dire que Ria sera là l'année prochaine. J'ai pas l'information, sinon je l'aurais d'abord écrit sur Blick et puis j'aurais dit allez voir mon article sur Blick. J'ai pas cette information. C'est purement de la spéculation. Mais j'ai vraiment l'impression qu'on part dans cette direction-là. Et Théo Rochette, qui n'a pas été officiellement annoncé, mais je l'ai écrit dans la bouche de Théo Rochette lui-même. Oui. Dans un premier temps, Jérôme Renard l'avait écrit aussi. Le papa l'a confirmé aussi. Je crois que là maintenant c'est bon. Ça ne veut pas dire qu'il sera là. Ah non. Il a un contrat en vue de la saison prochaine au cas où il ne trouve pas d'embauche en Amérique du Nord ou au cas où il ne fait pas une année supplémentaire à Québec parce qu'on rappelle qu'il peut encore faire ça, je m'étais trompé une fois. Je pensais qu'il avait 4 ans, mais en fait, il peut jouer en overage. Il a le droit parce qu'il est arrivé un peu avant. Oui, en tant que Canadien, il a pu commencer une année plus tôt en QMJHL si ma mémoire est bonne. Aussi ce que... Mais honnêtement...
là je pensais pas parler de ça, mais je me dis, pour lui, là, il est en train de... Il marche sur l'eau, il aligne les points, il a 82 points en 50, je sais plus combien, 82 points, je sais, 51 ou 52 matchs. Il marche quasiment à 2 points par match ces temps, donc c'est super. Mais après, c'est toujours la même chose, on l'a dit, à quoi ça sert quand tu as 4 ans ou 5 ans, peut-être même de plus que certains joueurs? Quel est l'intérêt de ton développement? Parce que oui, tu vas jouer en powerplay, oui, tu seras dans une équipe qui va marquer, donc oui, qui sera forte, qui veut peut-être aller jouer la Coupe Mémoriale, très très bien. Mais pour ton développement, à un moment, il faut quand même essayer de se frotter alors avec des hommes. Du coup, il faut aller dans une ligue où si tu es vraiment le plus fort dans ton truc, bah, tu veux jouer contre des gens qui sont solides, d'avoir peut-être des meilleurs attaquants, des adultes. J'espère quand même qu'il va choisir de jouer avec des adultes, peu importe où, mais qui se frottent un peu à une concurrence peut-être plus forte qu'en QMJHL, en l'occurrence, enfin LHJMQ, si je dis en français. Mais... Oui, je me suis fait reprendre une fois par quelqu'un sur Twitter, il fallait que j'arrête de dire QMJHL, c'est vrai que j'ai l'habitude de le dire ainsi, mais c'est juste, tu as raison de te reprendre. Mais voilà, donc ça fait 16 potentiels attaquants sous contrat pour la saison prochaine. Hein. Et tu as encore une potentielle licence étrangère à délivrer. Mais je doute que ce soit pour un défenseur, hein, parce qu'il y en a 8 sous contrat et 8 qui méritent de jouer. Donc, potentiellement un attaquant. Ça commence vraiment à faire beaucoup de monde. Donc, moi, je ne peux pas imaginer que l'été sera si tranquille que ça du côté de Lausanne. Et là aussi, il n'y a pas besoin d'écouter l'expertise Colfax pour se rendre compte que Benjamin Baumgartner a été une déception. Pas forcément dans le jeu, mais dans son utilisation et dans sa saison. Bref. Tu penses qu'il est sur le marché? Oui. Je ne le sais pas, mais je suis persuadé. Ça pas... Quand on liste un peu, on a vu comment Svoboda agissait. On a l'impression que s'il y a une offre qui vient pour Benjamin Baumgartner, il peut l'écouter. Maintenant, forcément, que la personne va se dire, écoute, je peux te le prendre, mais à la baisse, logiquement. Je prends une partie de son contrat, ouais. Et là, de nouveau, ça peut peut-être être une année. Hein, je te le prends une année, et puis après, on regarde pour la suite. Avant de venir sur le coaching staff, où je pense que c'est un thème qui est aussi intéressant, oui. Moi, il y a un sujet qui m'importe un peu. Ouais. Il y a un sujet que je trouve intéressant, c'est les gardiens. Parce que si on revient sur ces playoffs, chaque soir, avant la blessure de Boltzhauser, qui a du coup et qui est malheureuse parce qu'au meilleur moment de la saison, il n'était pas à disposition de son entraîneur, mais du coup, ça a presque simplifié le choix. Oui. Chaque soir, on s'est posé la question qui sera le gardien devant le filet lausannois. Et moi, on m'enlèvera pas de l'esprit que c'est pas une bonne chose en fait. Qu'à un moment, tu vas en play-off avec ton gardien et le match 1, Boltzhauser perd certes, mais bon. Et il se fait sortir au profit de Stéphane. Le match 2, Stéphane n'est pas terrible, mais il gagne. Puis du coup, tu te retrouves avec une situation où ton bon gardien, tu l'as mis en tribune, ton gardien qui n'a pas été super, il est sur la glace, mais il a gagné, puis tu fais quoi au match 3 ? Et je trouve qu'il n'y a eu aucune hiérarchie qui a été établie en fin de saison, alors qu'à un moment, tu dois décider, puis tu dois y aller. On ne connaît pas tout. Boltzhauser est sorti blessé après le match en triple prolongation, là. Ouais. Est-ce qu'il était blessé à un moment, ce qui a fait qu'ils ont voulu le ménager pour te blesser? Nous, on peut juste faire avec les informations qu'on a, à savoir, est-il listé blessé ou est-il surnuméraire ou est-il gardien remplaçant? Ok, il est remplaçant, donc il n'est pas blessé. Après, et c'est logique qu'on ne nous dise pas ce genre de choses à ce moment-là. Au moment où on doit commencer à se rendre compte de ce qui s'est passé et d'avoir un avis, on prend les informations qui sont à notre disposition. Moi, j'ai 2 sources qui me disent que c'était une décision qui venait pas forcément des coachs des gardiens. D'accord. Donc, il y avait pas forcément consensus sur le choix et qu'il y a quelqu'un qui a tranché. Donc, t'as le nom? L'entraîneur principal? On me dit que l'entraîneur principal a tranché. Aucun problème. De nouveau, si c'était entre une pince à vélo et un type super fort, il n'y a pas de problème. Là, c'est vraiment du 1A, 1B. On aurait peut-être dit plus que 1A, 1B à la base, en pensant que Stéphane est quand même un degré plus élevé que Boltzhauser. Mais au regard de ce qu'on a vécu en fin de saison, on pouvait vraiment dire 1A, 1B parce que Boltzhauser a connu ces 3 matchs où il ne prend pas de goal. Il fait un match contre Ambry où il en encaissait qu'un. Enfin, il était vraiment très, très bon.
Donc, s'il avait peut-être un petit cran de retard par rapport, en termes d'expérience, en termes de plein de choses par rapport à Stéphane, bah, il l'avait rattrapé par sa forme du moment, finalement. C'était un petit peu... Et tu pouvais pas te tromper. Parce que tu avais des arguments dans les deux cas. Puis c'était vraiment du 50-50. Ouais, mais lui, il a plus d'expérience. L'expérience en play-off, c'est important. Ouais, tu as raison. Oui, mais il a jamais gagné en play-off. Ah ouais, bon, c'est Ouais, mais il est allé en finale, il a conduit des équipes en finale. Tu te dis, ouais, quand même, c'est vrai, il faut... Oui, il n'a pas gagné le titre et tout. Boltsazer, ouais, mais c'est un bon gardien et en plus, il a la main chaude. Ouais, la main chaude, il faut prioriser ça en play-off. Ouais, si tu veux, moi, honnêtement, c'est pour ça que tu peux pas pointer du doigt et dire que t'as fait faux. Non, c'est juste que tu as un problème à ce moment-là, c'est qu'en fait... Tu t'en crées un. Tu te crées un problème en play-off par une gestion, finalement, qui est sûrement très claire à l'interne, mais pour moi, de l'extérieur, je trouve que c'était pas ultra clair. Et tu rajoutes encore une petite couche sur cette histoire-là en me disant, l'un de tes deux gardiens ne sera pas là la saison prochaine, l'autre sera là, mais on a préféré envoyer Boltzhauser, rompre le contrat avec Boltzhauser, et il y a eu un buyout qui a été négocié avec Boltzhauser, tout le monde est très content de la situation. Buyout a été négocié, ils l'ont envoyé à Langnau où il a pu signer un contrat, où il a signé un contrat à la place d'Ivars Poulianovs qui vient à Lausanne. Et dans cette situation-là où tu dois trouver ton gardien pour les playoffs, est-ce que tu fais confiance à celui qui sera là l'année prochaine? Est-ce que tu fais confiance à celui qui sera pas là parce que tu l'as pas jugé suffisamment bon pour rester là la saison prochaine? Dans les faits, c'est quand même ce qui s'est passé. Et je trouve qu'il y a eu tout un problème autour de cette position. Mais ça, c'est juste. Et au final, alors Berra est plus payé que, je présume, que Tobias Stephan, que Boltzhauser, c'est pas une question. Et donc, c'est logique que, je dis les chiffres complètement au hasard, mais si tu as Stephan à 650 000, Boltzhauser à 350 000, ça fait 1 million. C'est vraiment juste pour simplifier. Hein. Oui. Puis que tu as Berra à 800 000 et Connor Hughes à 200 000. C'est 1 million des deux côtés, tu ne dépenses pas un franc de plus. C'est des chiffres vraiment... Mais c'est logique que le gardien qui est plus payé des 4 dans la demi-finale soit celui qui va être engagé tous les soirs. Puis tu dis non, mais Reto Berra, il joue, point. Je le paye suffisamment, J'ai décidé de mettre mon argent sur ce joueur-là plus que qu'ailleurs, finalement. Et ben il va me gagner des matchs. Et il a gagné des matchs. Moi, ce que j'aime bien, c'est dans l'explication que tu donnes, c'est plutôt de dire... Pour le poste alloué de gardiens, au pluriel, prenons ton exemple, j'ai 1 million. Je peux faire 500, 500, 400, 600, 800, 200, 900, 100, 1 million, 0 gardien qui va jamais jouer. Bref, je joue mes jetons, finalement, de la façon qui me plaît le plus. Oui. Ça, c'est assez intéressant de voir quelle est la voie que tu choisis. Puis c'est un pari. Parce que exactement. Là, on fait des grandes phrases en disant « Ouais, quand même, Lausanne s'est créé un problème en ayant 2 bons gardiens. » Et alors, ça ne s'est pas passé. Mais si, lors du match 1, Berra a l'adducteur qui siffle et doit sortir, puis que c'est Conarius qui finit la série, on dit quoi? On fait les mêmes phrases. On dit « Ouais, quand même, avoir mis tous ces deux dans le même panier, c'était peut-être pas une grande idée. » Dans les faits, oui, effectivement. Mais au final, ce qui s'est passé, c'est que la position de gardien a été un atout pour Fribourg-Gotteron et n'en a pas du tout été un pour Lausanne. Mais d'ailleurs, cette phrase-là qu'on pourrait dire, ce conditionnel, ça m'énerve un petit peu parce que c'est forcément, si ça se passe, qu'on va le dire. Tu vois, on le dit maintenant, mais ouais, mais en même temps, Berra, par exemple, il est tout le temps, il est là, il est en santé. Donc, on part du principe que si tu vas au bout et que tu as Berra et que tu gagnes, bah, tu as raison. Maintenant, ouais, mais s'il se blesse... Ah, ouais, voilà, je l'ai toujours dit. J'ai toujours dit qu'il fallait avoir un deuxième... Non, alors non. Tu peux pas faire comme ça. C'est-à-dire qu'il faut accepter cette situation-là et vivre avec ça. Et pas vouloir dire après tout d'un coup, ah ouais, non, ça, c'était une grosse erreur de leur part. Pour revenir sur Poulianovs et Lausanne, je me réjouis de voir, à part ça, Poulianovs dans une équipe... C'est d'ailleurs une question, je me permets de la poser parce qu'il me l'a posée sur Twitter de Émile Gallet. Je serais aussi intéressé d'avoir votre avis sur la paire Stéphane Poulianovs, les 2 blessés cette saison avec de faibles pourcentages d'arrêt et l'un à 37 ans. Est-ce qu'il ne faudrait donc pas envisager un étranger à ce poste? Alors, désolé, je t'ai coupé. Non, mais bien sûr. Sur l'étranger avec les 2 gars sous contrat, ça paraît quand même un petit peu chaud au début de saison. Maintenant, on a vu avec Chikin que Bien a été très malin de le prendre à la fin parce que Van Pottelberg a malheureusement été blessé. Mais ça peut être une piste pour la fin de saison. C'est que tu t'assures un 3e gardien, admettons. Après,
je crois que Stéphane a 1 année de contrat encore avec Lausanne, donc il pourrait mal le prendre, mais en même temps, tu peux aussi dire, écoute, j'ai trop peur, donc on prend un 3e gardien, un étranger. Il était sur le marché. Un gardien finlandais, suédois ou d'un championnat comme ça qui termine un peu avant, ça peut être une solution. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est de voir Poulianov dans une bonne équipe, avant tout. Parce que, oui, il est souvent blessé, on verra avec une préparation, j'en sais rien, je veux pas juger de la préparation des Langnau Tigers et dire qu'ils sont pas bons. T'es pas à ce degré d'expertise. Peut-être qu'ils mangent trop de fromage, peut-être ils vont à la fabrique Cambly, puis... non, c'est ça, c'est Cambly. Oui. Voilà. Puis ils bouffent trop de petits biscuits. Mais Poulianov dans une bonne équipe avec une bonne défense, ça change tellement de choses. Que là aussi, Connor Hughes avec une bonne défense, finalement, il n'était pas catastrophique avec Fribourg quand il joue. Donc, il peut aussi faire des blanchissages. C'est pour ça que ça m'intéresse de voir Poulianov dans cette configuration-là. Ouais, absolument d'accord avec toi. Et Poulianov, c'est quand même un gardien qui est dans la force de l'âge. Il a 27 ans. Donc, c'est ton pari pour l'avenir. Poulianov's prime, quoi. C'est vraiment ça. Et surtout avec Stéphane qui va gentiment accepter peut-être son rôle de numéro 2, qui va commencer la saison. Alors, c'est des grandes phrases, parce que peut-être qu'ils ont décidé que c'était 30-20 les matchs, ou 22 du coup, 30-22 les matchs, puis oui, il y a un qui va jouer un peu plus que l'autre, mais ça permettra de ménager tes montures durant toute la saison. C'est possible. Est-ce que Poulianov signe à Lausanne pour ne jouer que, entre guillemets, 30 matchs, alors qu'il est dans la force de l'âge, justement? Je ne sais pas, mais ça va être intéressant. Et comme tu dis, on l'a pas vu jouer dans une bonne équipe, lui. On l'a vu jouer quelques matchs avec Rapperswil, mais ça remonte il y a très 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 longtemps. J'avoue que j'ai de la mémoire, mais là... Voilà. Puis après, il est parti à Langnau. Puis à Langnau, il a tout le temps eu une équipe... comment dire, brinque-ballante. C'est un joli mot. Ouais. C'est à part ça, il avait quand même, avec Heinz Ehlers, un adepte d'un système. Parce que j'aime pas forcément dire que Ehlers était défensif, mais un système mis en place qui favorisait aussi le gardien, en tout cas parce que les défenseurs faisaient un super boulot, et de temps en temps ils ont été volés des matchs, donc à voir avec des bons défenseurs devant lui, je pense que ça peut être quand même pas mal. Une autre question qui me vient d'Émile Gallet, et je pense qu'on va terminer sur cette thématique-là. Le coaching staff, et si vous avez des news pour Václav Varada, je pense que ça intéressera du monde. Merci. C'est vrai que c'est le nom que j'ai sorti il n'y a pas si longtemps, qu'il est sur le marché, c'est un fait, qu'il était en contact avec Peter Svoboda, c'est un fait également, c'est pas une spéculation. À l'heure actuelle et au moment où je parle, il n'y a pas de contrat signé avec Václav Varada, ni de poursuite des négociations. Je pense qu'au moment où j'en parle, c'est aussi au moment où la fin de saison lausannoise était très bonne. Et ça a aussi, je pense, un peu mis un frein à la réflexion du directoire. Donc, à l'heure actuelle, il n'y a rien. Je sais que Václav Varada est un nom très chaud en Suisse. Il n'y a pas que Lausanne qui est intéressé. Et pour cause, d'ailleurs, quand on a sorti le nom, on avait dit à quel point c'était un entraîneur en devenir, et que, en devenir, il a quand même gagné un titre en Tchéquie déjà, mais que c'était un futur très bon entraîneur et qu'il ait envie de quitter la République tchèque. Je le comprends tout à fait. Il y a d'autres endroits où tu gagnes peut-être plus d'argent que la République tchèque. La KHL, ça te bouche un tout petit peu le futur. Je pense que c'est peut-être pas l'endroit où il faut aller maintenant. Ouais. Du coup, la Suisse devient pas un Eldorado, mais un endroit intéressant où venir effectuer son métier d'entraîneur et progresser, découvrir une autre culture, découvrir une autre façon de voir ce sport finalement. On rappelle qu'il avait joué à Langnau en tant que joueur, Václav Varada. Langnau cherche un coach pour la saison prochaine. C'est drôle que le nom d'Heinz Ehlers finalement soit revenu sur le devant. Il y a des noms qui vont toujours revenir. Ouais, mais au début, c'était non, oubliez, on va garder Yves Sarro, ou en tout cas, on va pas se lancer dans Heinz Ehlers, machin. Puis là, tout d'un coup, voilà, c'est reparti. Mais il y a d'autres clubs qui seraient intéressés par ces services, donc faut voir. Mais la première question à laquelle doit répondre le Lausanne HC, c'est quid de John Foust, qui a encore une année de contrat. Qui a une année de contrat, mais à la base, on rappelle, il était pas entraîneur, il était directeur sportif du Lausanne HC. Donc son contrat court toujours comme directeur sportif. Est-ce qu'il veut continuer que cette casquette-là? Est-ce qu'il veut... Moi, c'est cette casquette. À part ça, c'est vrai qu'on a l'impression que la casquette de coach, elle était simple.
on voyait bien, c'était bien défini. Il était sur le banc, c'est lui qui coachait, il n'y a aucun problème. Tu me dis directeur sportif, puis en même temps, chaque fois qu'il y a des contrats à signer, des trucs, c'est Petr Svoboda qui s'en occupe. Alors pour le coup, j'ai l'impression que ça fait presque un peu double emploi. Alors je sais qu'il y en a un qui est directeur des opérations hockey. Mais alors, il sert à quoi le directeur sportif quand le directeur des opérations hockey gère souvent une bonne partie du truc? C'est un peu la blague récurrente que fait Klaus Zau concernant le CP Bern sur Watson, où il parle du Ober Sport Director, Unter Sport Director, Neben Sport Director, parce qu'il y a tout le monde qui est un peu directeur sportif. C'est vrai qu'ils ont un aréopage qui est assez hallucinant à Berne maintenant, et du coup, comme Lutti va devenir, il reprend une position un peu plus calme pour lui, parce que je crois qu'il a eu des problèmes de santé, et que c'est à tour à Feiner qui reprend ce poste de CEO. Voilà, il est plus Ober Sport Director, mais c'est Andrew Ebbett qui devient directeur sportif son de Oben. Et finalement, moi, ça me dérange pas cette couche décisionnelle supplémentaire. Il y a le GM, puis en dessus, quelqu'un gère la partie stratégique du hockey. C'est un truc qui convient, parce que finalement, le GM se concentre sur sa première équipe et l'intégration peut-être des juniors, etc. Peut-être que le directeur des opérations hockey va plus peut-être gérer le partenariat avec Sierre, va peut-être plus gérer le mouvement junior dans son intégralité, et pas juste les 3 meilleurs, vous venez vous entraîner mardi prochain avec la une, et en même temps la saison prochaine. Le mouvement junior lausannois, il va falloir être quand même sacrément fort pour faire sa place dans l'équipe d'en haut, au passage. Parce qu'avec 16 attaquants sous contrat, 9 défenseurs... 9 défenseurs, il n'y a pas une place où tu fais « Ah ouais, c'est vrai que lui... » Rien du tout. Hein. Donc, il y a des choses à gérer, finalement. Et donc, cette couche supplémentaire me dérange absolument pas. Maintenant, est-ce que John Foos va se dire « Bon, revenir à la banque, c'était bien joli, mais... c'est trop, c'est beaucoup. Enfin, avec le job de GM qu'il fait en parallèle, est-ce que c'est pas conciliable? Est-ce que mettre un regard nouveau à la bande, c'est une option? Moi, je crois que vraiment c'était l'option privilégiée à un moment. Mais est-ce que les choses ont changé ces 2 derniers mois? C'est possible aussi. Ouais, je comprends ce que tu dis, parce que il y a cette histoire de fin de saison où le groupe qui était sur la glace était intéressant. Qu'est-ce qui se serait passé sans passer par les pré-playoffs? Du coup, je vois bien que les discussions concernant la suite sont pas aussi simples que de dire il n'y a qu'à faire comme ça, il n'y a qu'à prendre un nouveau, ou bien il n'y a qu'à garder lui parce qu'il est bon. Et plein de petites choses. Je pense qu'ils aiment bien faire des séances post-saison pour discuter, voir un peu. Mais si tu devais mettre un peu d'argent comme ça, tu partirais toi plutôt sur un nouveau coach pour essayer d'avoir quand même un renouveau sans remettre en cause le bon travail qu'a effectué John Foos à la fin, mais de dire il a peut-être manqué un petit quelque chose qui pourrait être à la bande. Je sais pas, je suis mal pris. Parce que moi, j'aimerais bien que l'entraîneur il puisse arriver avec son staff. Moi, j'aime bien le fait de dire maintenant, tu prends un entraîneur, certes, le head, mais alors à ce moment-là, tu fais confiance à un groupe comme tu peux faire confiance à Zurich. Tu peux te planter, mais au moins, c'est un gars, il les a choisis. À Lausanne, on a un peu l'impression que c'est parachuté. Bah voilà, on a Bobby Dallas qui vient, on avait Robert Petrovic, on a Karel Svoboda qui vient à la bande à un moment, et il fait un changement volant, après il repart. Christo UM, et ça, évidemment, bah alors il n'y a pas de problème, parce que la légende du club, il fait de l'excellent boulot avec les gardiens, donc ça, il n'y a pas de problème, mais plutôt les assistants, si l'autre pouvait choisir, et pas qu'on te les impose. Moi, j'aime bien quand le gars peut les choisir. Ouais, justement, et ça, à mon avis, c'est quelque chose qui n'est pas possible. Je peux complètement me tromper, peut-être que les prochains mois vont me donner tort, mais j'ai pas l'impression qu'un coaching staff établi pourrait débarquer à Lausanne comme ce fut le cas avec Ville Peltonen, finalement. Ouais. Il est venu avec ses assistants, puis il est reparti avec ses assistants, et voilà. Jalonen était venu avec ses assistants. À Berne, la même chose. Comme tu dis, l'exemple de Grunborg à Zurich, c'est la même chose. Et moi, j'aime bien quand tu peux réfléchir comme ça, d'avoir un coaching staff établi. Tu as l'assistant, tu as le deuxième assistant si tu en as 2, tu as le vidéo coach. À Berne aussi, il y avait le vidéo coach finlandais qui était là avec Jalonen, qui est resté par contre lui un petit peu après le départ de Jalonen, parce que j'imagine qu'il ne pouvait pas virer tout le monde financièrement, ou est-ce qu'ils étaient contents de lui. Bref, peu importe, ça c'est pas la question. Mais
j'ai pas l'impression que c'est une option qui peut être envisageable du côté de Lausanne cet été. Aussi parce qu'il y a une implication. Est-ce qu'elle est trop grande ou pas trop grande? Ça, finalement, si Lausanne gagne, on dit que c'est très bien. Et si Lausanne perd, on dit que c'est le problème. Mais il y a une implication de Peter Svoboda qui est très présente. C'est un fait. Est-ce que c'est bien ou pas? Voilà, je suis pas dans le vestiaire. Je suis pas. Est-ce que John Foust est très content qu'il y ait cette présence? Peut-être bien que oui, je sais pas. Mais tout ce que je sais, c'est que si quelqu'un débarque, il devra savoir qu'il y a cette composante-là et qu'il faut en tenir compte. C'est un paramètre. Et voilà, on est au terme de cet épisode 25. Vu qu'on a eu 2 semaines sans épisode, on tente de rattraper notre retard. Il n'y en a plus qu'un de retard. C'est bien ces playoffs, c'est pratique. D'ici la semaine prochaine, non, pas du tout. D'ici mercredi... T'es en pilote automatique. Terrible. Là. On dirait une Tesla. D'ici mercredi 17h, n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions, vos réactions, vos remarques. On est toujours très preneurs. Et n'hésitez pas à vous abonner. Spotify est très précieux parce qu'on peut avoir un push à chaque fois que l'épisode arrive. Moi, j'ai ça avec les podcasts que j'aime bien. Donc, depuis, j'en rate plus. Donc, c'est très précieux. Et sinon, SoundCloud, YouTube, où vous voulez. On est présent sur Facebook, Twitter, Instagram. Et prenez soin de vous. Bon match 7 pour ceux qui ont écouté cet épisode avant le Zurich Bienne. J'y serai présent. J'espère que ça va être une grande soirée. Et à mercredi. À mercredi. Ciao, ciao.